Pour cette vidéo, je vous propose de faire un tour de quelques grands classiques de l'imaginaire que j'ai lus ces derniers temps. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour quelques avis lecture. En ce moment, j'ai pas forcément beaucoup le temps de filmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement vous proposer des updates lecture qui sont un petit peu plus courts, qui ne portent que sur quelques livres, mais il y en aura un petit peu plus souvent parce que, voilà, en termes d'organisation, c'est un petit peu plus simple. J'espère que ça vous plaira. Et le premier titre, c'est un classique de la science-fiction qui figurait parmi mes livres des 21 livres à découvrir en 2021. Il s'agit de Blade Runner de Philip K. Dick. J'ai beaucoup apprécié découvrir ce livre, même si je lui trouve quelques défauts. J'ai vu et revu d'ailleurs récemment, après l'avoir lu, le film donc Blade Runner de Ridley Scott. Il y a des différences assez significatives entre le film et le livre. Le livre est, à mon sens, beaucoup plus riche en termes de thématiques et de pistes en fait de réflexion, de questionnements qui sont posés. Pour ceux qui ne le savent pas, Blade Runner ou les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, ça raconte l'histoire de Deckard, et Deckard il est inspecteur, une sorte d'inspecteur de police, et sa spécialité en fait c'est de traquer certains androïdes, puisque dans cet univers les androïdes sont répandus, et lui ce qu'il fait c'est qu'il traque certains androïdes qui ressemblent énormément à des humains qui se sont mêlés à la population et qui sont susceptibles d'être un danger. Ils sont en liberté, ils ont un comportement qui est très proche des humains, mais en même temps ils ont des émotions et un rapport aux autres qui est différent, qui font qu'ils pourraient a priori représenter un danger pour l'espèce humaine. Un élément qui est frappant, c'est que dans le livre, on est sur un univers qui est presque plus post-apocalyptique que cyberpunk, comme peut l'être le film de Ridley Scott. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vraiment Ridley Scott en tant que cinéaste qui a apporté en fait cette patte cyberpunk, graphique, très inspirée du film noir à l'univers de Blade Runner. Si vous vous intéressez au film Blade Runner, je vous recommande la vidéo qu'a sorti mon camarade SF Theory sur sa chaîne récemment. Il a fait une vidéo très intéressante où il décrypte en fait les influences, notamment picturales, du film Blade Runner. Pour en revenir au livre, donc, il y a vraiment des thématiques qui pour moi sont totalement absentes du film et qui apportent beaucoup à l'histoire. Le contexte post-apo qui est plus détaillé ici fait qu'on nous explique en fait que beaucoup d'humains sont partis sur d'autres planètes. Sur la Terre, parmi ceux qui restent, il y a toute une partie de la population qui est, alors je sais plus quel est le nom exactement, mais qui sont, je crois qu'on les appelle des déviants ou quelque chose comme ça. En fait, ce sont des humains qui ont été impactés par la radioactivité, il me semble, ou par l'environnement dégradé de la planète. Et du coup, leurs perceptions sont altérées, leur manière d'être sont altérées. Et c'est un élément qui va être en fait fondamental dans le questionnement autour des androïdes. Pourquoi? Parce que ces personnes qui biologiquement sont des humains pure souche n'ont plus des réactions tout à fait standards entre guillemets comme un humain devrait les avoir. Et du coup, ça pose des questions puisque dans l'univers de Blade Runner, la façon dont le personnage principal enquête pour essayer de savoir si les êtres qu'il rencontre sont des androïdes ou des humains, c'est basé sur une série de questionnaires et de réactions émotionnelles, les androïdes étant censés avoir des réactions différentes des humains face à certaines situations et à un certain manque d'empathie dans certains cas. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une partie des humains biologiques
qui finalement ont aussi des réactions qui sont différentes. Dans les deux cas, en fait, on est face à des réactions qui ne sont pas considérées comme étant le standard des réactions émotionnelles qu'il faudrait y avoir. Dans le livre, vous allez justement avoir un personnage qui est dans ce cas de figure et le fait de l'observer lui et ensuite d'observer les androïdes, bah, ça va nous faire justement nous questionner. Et pour aller plus loin, toute cette ambiance post-apo, en plus, elle irrigue vraiment le récit. Dans le bouquin, il va y avoir un aspect assez important, c'est cette idée que il y a quasiment plus d'animaux et que les vrais animaux, les êtres biologiques, sont extrêmement rares. Ils sont cotés en fait. Il y a une échelle de cotation. En fait, il y a un marché autour des animaux qui restent. C'est extrêmement cher. C'est très difficile d'avoir un véritable animal. Du coup, pour compenser, les gens achètent des animaux électriques, des robots en fait, qui vont leur servir d'animal de compagnie. D'où le titre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Alors ça me fait beaucoup rire parce que moi, depuis tout temps, je croyais que c'était une espèce d'expression figurée et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait vraiment un mouton électrique dans cette histoire. Les gens achètent des robots qui copient les animaux à la perfection, hein. Mais il n'y a rien à faire, il y a cette idée que c'est pas pareil et qu'avoir l'animal biologique, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Bah justement, le livre nous invite un petit peu à nous interroger là-dessus. Il y a aussi des réflexions très intéressantes sur les émotions et le rapport aux émotions. Encore une fois, vous voyez, on est dans ce fil conducteur. Je vous ai dit l'idée que c'est les réactions émotionnelles qui différencieraient l'homme biologique des androïdes. Typiquement, vous avez l'idée que dans cet univers, les gens peuvent prendre des médicaments qui ont la capacité en fait à modifier totalement vos émotions. Si vous avez envie d'être joyeux, si vous avez envie d'être triste, et ben vous pouvez juste prendre une pilule et c'est réglé. Vous avez aussi toute une réflexion autour d'une religion qui est dominante dans cet univers. Dans cette religion, en fait, il y a une espèce de figure christique. Les adeptes de cette religion regardent à travers ce qu'ils appellent, je crois, la boîte à empathie, et cette boîte leur permet de revivre le calvaire de cette espèce de messie. Tout le monde le revit ensemble et ressent la douleur qu'a pu ressentir cette personne. Alors après, c'est un petit peu daté, voilà, le personnage principal, c'est un petit peu l'inspecteur à la dure. Après, il se questionne pas mal et j'irai pas jusqu'à dire que ça le rend attachant, mais ça le rend intéressant. On est quand même sur des rapports hommes-femmes qui sont assez clichés. Philippe K. Dick, c'est pas vraiment son fort, les personnages féminins. Même si j'ai quand même trouvé le personnage de Rachel plus intéressant et plus ambivalent dans le livre que dans le film, où personnellement je la trouve pas intéressante en fait, voilà. Un titre qui est court, il fait moins de 300 pages et honnêtement pour moins de 300 pages je le trouve très riche en sujets, pistes qui sont soulevées et quand on le lit on comprend que ce soit un titre qui est autant inspiré par la suite. Et en même temps, comme je vous le disais, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que le film n'est réellement pas un copier-coller du livre. Bref, si vous aimez la science-fiction, vraiment, je vous conseille de ne pas passer à côté parce que c'est clairement un récit fondateur et que vous allez vous poser plein de questions intéressantes sur, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Est-ce que c'est le biologique? Est-ce que c'est nos émotions? Enfin voilà. Après un chef-d'œuvre de la science-fiction, on passe à un chef-d'œuvre de la fantasy avec Le Hobbit de Tolkien. Dans cette superbe édition dont je vous avais parlé, qui m'a été offerte par mon chéri. J'étais vraiment aux anges de retrouver Tolkien. Vraiment un auteur pour moi qui est réconfortant. J'aime tellement la trilogie des films du Seigneur des Anneaux. C'est tellement un point qui a été marquant dans ma vie que à chaque fois que je retrouve en fait l'univers de Tolkien, je suis en joie. Et vraiment, je vous jure, genre ce moment où je l'ai ouvert et que j'ai lu la toute première ligne qui est hyper connue, à savoir
au fond d'un trou vivait un hobbit, mais j'ai eu le smile qui s'est dessiné comme ça. Le Hobbit, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un roman qui a été écrit donc par J.R.R. Tolkien avant Le Seigneur des Anneaux, et à l'origine c'est un livre qu'il a pensé pour ses enfants. Donc c'est pas du tout une grande fresque d'heroic fantasy. Pour info, j'ai vu la trilogie des films Le Hobbit, donc avant du coup de lire ce livre. En fait, j'ai été surprise de découvrir que les films étaient finalement très proches du livre, si ce n'est que je pense que ça aurait pu tenir en 2 films et qu'en fait ils ont vraiment étiré vers la fin, notamment avec toute la partie bataille des 5 armées. Ce qui a été rajouté dans le film, c'est pas mal d'aspects avec les elfes, un peu de fanservice avec Legolas qui normalement n'est pas du tout dans le Hobbit, et le personnage de Turiel, enfin la fille elfe, pareil, ça y est pas du tout. Je vais le poser parce qu'il fait son poids en fait. Je sais pas si je vais vous faire l'affront de vous raconter l'histoire du Hobbit, mais on sait jamais. En gros, vous allez suivre Bilbo qui est un Hobbit et qui va se faire embarquer par le magicien Gandalf et par un groupe de nains, et leur objectif ça va être d'aller reconquérir la montagne qui leur appartenait jadis et qui faisait leur fortune, et où un terrible dragon Smaug a élu domicile depuis des années, les privant de leur maison finalement. J'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir cette histoire. J'ai apprécié en fait finalement l'atmosphère très aventure et très bon enfant. Dans le livre, vous avez des petits détails qui rappellent que ça a été écrit pour des enfants. Typiquement, la montagne que veulent reconquérir les nains, donc qui était connue jadis pour fabriquer grâce donc aux matières premières extraites de la montagne des armes et des armures incroyables, des bijoux magnifiques, et Tolkien vous précise que c'était aussi la plus grande et la plus magnifique manufacture de jouets de toute la Terre du Milieu. Et voilà, j'ai trouvé que c'était le genre de petit détail qui fait sourire. Même si ça devient un tout petit peu plus sombre vers la fin, avec effectivement cette idée qu'on retrouvera un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux, on va se retrouver avec un personnage, à savoir Thorin, qui va être tenté, qui va être influencé par l'appât de la richesse et du pouvoir entre guillemets. Sinon, dans une grosse partie de l'aventure, encore une fois, c'est vraiment assez léger et assez bon enfant, et notamment la relation entre les nains et le Hobbit est beaucoup plus douce en fait. Dans le film, vous avez vraiment cette idée que jusqu'au bout, les nains et notamment Thorin ne font pas complètement confiance à Bilbo, et constamment en fait Bilbo est challengé, il doit prouver qu'il est courageux, et il doit prouver que qu'il va faire l'affaire. Là, très vite en fait, à partir de l'épisode des trolls, Bilbo en fait fait ses preuves, et ensuite ça va aller en fait crescendo, et les nains vont être de plus en plus fans de lui. Hobbit, c'est aussi un livre qui est plein d'humour en fait, beaucoup plus que Le Seigneur des Anneaux. Là, le personnage de Bilbo, il est hyper attachant, il est tout le temps en train de se dire que quand même il préférait être dans son salon avec ses pantoufles en train de déguster un bon thé et de manger des petits gâteaux. Et puis à un moment, ok, il y a son côté aventureux et courageux qui va revenir, et puis voilà, il va prendre son courage à deux mains et il va avancer, et c'est drôle et c'est mignon, et Bilbo est hyper attachant, et voilà, et rien que pour ça, je vous conseille de le découvrir. Dernier titre de ce trio de poids lourds de l'imaginaire, Mortimer, ou le tome 4 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett.
Terry Pratchett et moi, c'est une longue histoire qui n'a jamais commencé. Ce que je veux dire, c'est que ça fait très longtemps, évidemment, que j'ai entendu parler de Terry Pratchett. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je dois avouer que j'étais sceptique. L'humour, en fait, je trouve ça difficile. Tout le monde ne rit pas de la même chose. L'humour, c'est assez personnel et même si je sais que c'est réputé pour être très drôle, j'étais vraiment pas sûre que ça allait marcher sur moi. En plus, le fait de me fendre la poire, c'est pas vraiment en fait ce que je recherche de base dans mes lectures. Je sais pas, spontanément, je lis pas pour ça. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire des lectures divertissante, un peu légère. Quelques personnes que je suis sur Booktube qui parlent de Terry Pratchett en bien. Il y a l'Enluminé par exemple qui est hyper fan de Terry Pratchett. Il y a les mots de l'imaginaire qu'il a découvert récemment et qui en a dit du bien. Et il y a Perceline de la chaîne Barocco Lecture aussi qui a fait récemment une vidéo où elle recommandait en fait des livres drôles, des livres qui font rire. Et elle a reparlé de Terry Pratchett dedans. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait tellement d'années que tu entends parler de Terry Pratchett et que tu te dis qu'un jour tu te lanceras et que tu ne l'as jamais fait, est-ce que ce ne serait pas le moment? Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me montre le tome 4? Et bien parce que j'ai suivi les conseils d'un proche et d'un libraire avec lesquels j'ai discuté et qui m'ont tous les deux déconseillé de commencer par le premier tome, à savoir la 8e couleur. Parce qu'apparemment, c'est vraiment pas le meilleur de la saga. Et tous les deux m'ont recommandé de commencer soit par Mortimer, soit par Auguet, qui apparemment sont accessibles et qui sont une bonne manière de rentrer dans l'univers de Terry Pratchett. Et vraiment, je pense que j'ai très bien fait d'écouter leurs conseils parce que j'ai passé un moment délectable avec Mortimer. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Mortimer. Mortimer, c'est un jeune garçon qui est pas hyper doué de ses 10 doigts, qui va se faire embaucher comme apprenti par la mort avec un grand M, la faucheuse en personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ce qui est hyper drôle dans ce bouquin, la mort, elle est un petit peu en crise existentielle en fait, parce que imaginez-vous, c'est difficile. Imaginez, chaque jour vous devez prendre votre faux et aller faucher allègrement des vies humaines, mais des vies humaines que vous ne comprenez pas, parce que vous-même vous n'êtes pas humain. Et du coup, c'est un peu le burn-out en fait pour la mort dans ce bouquin, et elle a envie de prendre des vacances. J'ai adoré ce livre, franchement, j'ai hâte de lire la suite du Disque Monde. Là, Terry Pratchett, l'impression qu'il m'a donnée, c'est que c'est vraiment un top remède contre la morosité ambiante actuelle. C'est hyper drôle. Et je pense que ça l'est encore plus si vous lisez de la fantasy et que vous êtes un peu familier de ce type d'univers, parce que il va jouer avec plein de codes et de clichés qu'on a dans ces univers de fantasy. Au passage, je crois que Terry Pratchett est connu un petit peu partout sur le globe, mais je pense qu'on a vraiment de la chance en France d'avoir des traductions d'une telle qualité. D'ailleurs, j'ai vu en fait au tout début qu'il est précisé que Patrick Couon, je crois, qui est le traducteur en fait de quasiment toute l'œuvre de Pratchett en français, a été primé pour son travail de traduction, et ça ne m'étonne pas parce que c'est difficile à traduire un texte humoristique, parce que ouais, on a des jeux de mots, on a des tournures de phrases, et pour que ça marche, il faut que la traduction soit excellente. Et là, clairement pour moi c'est le cas, parce que pour qu'on rigole autant, c'est que c'est vraiment super bien fait. C'est le bouquin que vous allez reprendre avec plaisir pour rigoler un bon coup, et on en a besoin en ce moment, très clairement. Donc je vous le conseille, et me concernant, je sais que je vais poursuivre avec la saga du Disque Monde
probablement avec Ogé comme on me l'a recommandé. Et ceci dit, si vous connaissez très bien la saga du Disque Monde et que vous avez d'autres titres à me recommander, si vous avez des recommandations sur l'ordre de lecture, n'hésitez pas, je suis preneuse. On est tout pour cette update sur 3 classiques des classiques de l'imaginaire. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez découvert récemment un grand classique de la science-fiction ou de la fantasy et que ça a été une bonne ou au contraire une mauvaise surprise pour vous. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!